Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. La famille comme partie prenante du système de soins en Afrique, Honoré MIMCHE. Résumé. Les questions de santé, notamment celles liées au diagnostic, à la prévention, à la prise en charge et au traitement des pathologies, sont généralement envisagées d'un point de vue médico-sanitaire et biologique. Cette conception a également influencé la reconnaissance scientifique des liens entre famille et santé, en faisant davantage de la famille un objet de la santé qu'une actrice du système de soins. Ce chapitre montre que la place de la famille est centrale dans l'analyse des comportements sanitaires, dans la mesure où elle est le cadre de la socialisation, où se transmettent des normes et modèles endogènes de gestion des problèmes de santé. Elle est aussi, face au système de soins moderne, le lieu par excellence à partir duquel on peut questionner le processus de prise de décision concernant la santé de ses membres, les modalités du financement de la santé par les ménages. Les problèmes de santé constituent également des facteurs de recomposition familiale, de transformation dans les statuts familiaux et de modification dans l'exercice des rôles familiaux, y compris les rapports de genre. Abstract. Health issues, especially those related to the diagnosis, prevention, management and treatment of pathology, are generally considered from a health and biological point of view. This conception has also influenced the scientific recognition of the relationship between family and health by making the family more of an object of health than an actor in the healthcare system. This chapter shows that the place of the family is central in the analysis of health behavior since it provides a framework for socialization, in which endogenous norms and patterns for the management of health problems are transmitted. The family which is the place par excellence from which one can question the decision-making process concerning the health of its members. The modalities for the funding of health issues for households are also out of phase with the modern treatment system. Health problems also constitute factors for family recomposition, transformation in family status and change in the exercise of family role, including gender relations. Introduction. Les questions de santé, notamment celles liées au diagnostic, à la prévention, à la prise en charge et au traitement des pathologies, sont généralement envisagées d'un point de vue médico-sanitaire et biologique. Ce qui a fait dire à Ours, 1985, que le champ de la santé est resté longtemps dominé par un discours biomédical, technique et technocratique ayant conduit à un registre d'interprétation médicale exclusivement. De nombreux travaux en sociologie et en anthropologie de la santé indiquent que cette conception biomédicale a longtemps marqué les pratiques, les savoirs et les connaissances dans le domaine de la santé. Cette conception a également influencé la reconnaissance scientifique des liens entre famille et santé, Cresson 2006. La montée en puissance des sciences dites molles autour d'une problématique éminemment biomédicale va progressivement amener les scientifiques à reconsidérer leur position à partir de la reconnaissance du caractère transversal de l'objet santé et des études des pratiques profanes de soins. En devenant ainsi un objet puissamment transdisciplinaire et en acquérant un tel statut, la communauté scientifique va ainsi légitimer les perspectives de recherche autour des questions de santé en Afrique en particulier. Ainsi que les études sur les pratiques de soins vont sortir du champ de l'hôpital pour prendre en compte les pratiques profanes et les soins en famille. Les premiers travaux d'inspiration anthropologique vont mettre en relief la dimension socioculturelle de la maladie à travers les croyances étiologiques familiales et les constructions sociales de la maladie en milieu domestique. Dans le même sillage, ces travaux ont de plus en plus été amenés à développer la thèse selon laquelle, face à la maladie, les individus et leurs familles proposent diverses réponses. En effet, face à la maladie et à tout malheur, les familles, comme les sociétés, ressentent toujours la nécessité d'interroger le futur et d'en influencer le cours. Promouvoir le bien-être d'un membre, prévenir la survenue d'une maladie chez un membre, faciliter les processus de guérison d'un membre sont autant de domaines auxquels contribuent les familles en Afrique. La place de la famille dans le système de soins prend tout son sens et devient un objet sociologique et anthropologique par excellence pour l'analyse des comportements en matière de santé. La place de la famille est centrale dans l'analyse des comportements sanitaires, dans la mesure où elle est le cadre de la socialisation,
où se transmettent des normes et modèles endogènes de gestion des problèmes de santé. Elle est aussi, face au système de soins moderne, le lieu par excellence à partir duquel on peut questionner le processus de prise de décision concernant la santé de ses membres, les modalités du financement de la santé par les ménages. Les problèmes de santé constituent également des facteurs de recomposition familiale, de transformation dans les statuts familiaux et de modification dans l'exercice des rôles familiaux, y compris les rapports de genre. D'un point de vue sociologique et anthropologique, questionner la problématique de la santé sous l'angle de son interrelation avec la famille, c'est s'inscrire dans une transversale perspective micro, méso et macro-sociale car il est question de montrer que face à la maladie, les individus, leurs familles et leurs communautés répondent par un système de soins sous-tendu par des croyances étiologiques et des mécanismes socio-familiaux de prise en charge. C'est sortir la santé et la maladie du cadre strictement individuel où l'ont enfermé les approches biomédicales consistant à dialoguer avec le patient, en omettant le fait que derrière le patient se cache une morphologie sociale et familiale qui détermine les comportements des individus en matière de soins, leur acceptation de la maladie et même du traitement qui leur est proposé. De ce point de vue, la famille apparaît comme un acteur de l'étude pluridisciplinaire des questions de santé en Afrique. Cette façon de considérer les phénomènes de santé amène dès lors à ne plus chercher à comprendre le comportement isolé du patient, mais à l'interroger en tant qu'action intégrée dans un réseau de relations sociales, elles-mêmes déterminées par les habitus de santé. Il s'agit alors de se demander comment les membres de la famille du patient appréhendent et décident de gérer une pathologie d'un de leurs membres. Comment la maladie d'un membre est interprétée au sein de l'environnement familial, et comment le réseau familial s'organise pour y apporter une réponse lorsqu'on sait que la maladie ou la souffrance d'un membre est loin d'être une question individuelle et s'impose comme une affaire collective. Dans les sociétés bantoues du centre du Cameroun, le rite de l'Ezani chez les BE accent aigu TI qui consiste à réquestionner l'origine sociale de la mort témoigne à suffisance de l'importance de la dimension collective de la mort et par ricochet de la santé d'un membre de la communauté familiale. On peut alors émettre l'hypothèse qu'il ne suffit pas d'accroître l'offre sanitaire, en construisant des formations sanitaires et en recrutant des professionnels de santé pour que les populations y recourent. Cette approche fondée sur l'analyse de la demande de soins permet de considérer à la fois les déterminants de la santé qui sont liés à l'offre de soins et ceux relatifs au comportement des familles face à l'institution sanitaire. Le concept de la demande de soins permet dès lors d'examiner ces déterminants à partir des facteurs associés à la sollicitation, ou non, des services de santé par les familles et les ménages. Cette approche permet également d'examiner le rapport des ménages et des familles à la maladie et aux institutions de soins, parce que dans la plupart des communautés, la prise de décision en matière de soins dépend des chefs de ménage ou d'autres membres des ménages ou de la famille de la personne malade, cohabitant ou non, mais appartenant au réseau familial. C'est ce qui donne la possibilité d'interroger les attentes de ceux-ci, vis-à-vis d'un système de soins. En effet, les données d'observation indiquent que les familles adoptent des comportements différenciés face à la maladie et aux services de santé en fonction des choix stratégiques qu'elles font. C'est pourquoi il est aujourd'hui reconnu que la santé des populations est un phénomène complexe, qui intègre une multiplicité de facteurs qui permettent son intelligibilité. Ceci permet d'interroger à la fois les déterminants familiaux de la santé et les pratiques et attitudes familiales face à la maladie de l'un de ses membres d'une part, et les implications familiales de la maladie en tant que facteur de recomposition familiale et de transformation dans les rapports sociaux, y compris ceux liés au sexe d'autre part, certaines pathologies étant marquées par des clivages hommes et femmes qu'elles continuent à intensifier par ailleurs, de Loenzien 2014. Le positionnement de la famille autour du malade montre qu'en l'absence de ce soutien social et affectif, il est victime d'une double peine. D'abord celle liée aux atrocités de la maladie, notamment lorsqu'elle est chronique, ensuite celle liée au sevrage social dont il peut être victime et qui détermine effectivement l'accès aux services curatifs et l'utilisation des soins. Au regard de ce qui précède, on peut comprendre toute la complexité des liens famille et santé en Afrique. Loin d'envisager toutes ces dimensions, ce chapitre propose une analyse de ces interrelations à partir de l'hypothèse que la famille est un acteur du système de santé. Pour mener cette analyse,
La première partie tente de proposer une définition de la famille à partir de son rôle socio-sanitaire, très souvent oublié par les travaux de sociologie de la famille et de sociologie de la santé. La deuxième section traite du rôle de la famille dans le processus de prise de décision concernant la mise en soins, y compris lorsqu'un individu doit recourir aux soins formels. Cette analyse permet de comprendre que l'utilisation des services modernes reste fortement marquée par des savoirs profanes, qui en déterminent le cours et l'effectivité. La dernière section propose une réflexion sur le rôle de la famille en tant que composante du système de prise en soins. Cette analyse met en relief la contribution des ménages au financement de la santé en Afrique, dans un contexte marqué par l'absence d'un système efficace d'assurance maladie. La famille devient alors la seule source de sécurité pour les patients en quête d'un mieux-être physique, mental et social. Définir la famille à partir de sa fonction SOCIOSANITAIRE. 1.1 La conception sociologique et anthropologique de la famille. La notion de famille est un terme assez complexe, voire ambigu au regard de la diversité de modèles familiaux qui existent en Afrique, mais aussi des transformations qui l'affectent ou de ses multiples fonctions sociales. Malgré son caractère universel, on assiste à une grande diversification de structures familiales, elles-mêmes fonction des structures sociales dans lesquelles elles sont inscrites. Cette ambiguïté résulte aussi du fait que la famille est aujourd'hui un objet d'étude carrefour, interpellant plusieurs disciplines des sciences sociales et humaines. Selon que l'on est anthropologue, économiste ou démographe, la famille renvoie à des réalités différentes. Elle est le lieu à partir duquel se construit la personnalité sociale de base de tout individu. Cependant, malgré la diversité de formes qu'elle prend dans des contextes spécifiques et surtout les multiples définitions que lui donnent les autres spécialistes des sciences sociales, la famille est définie par les sociologues et les anthropologues comme étant un groupe social de personnes unies par les liens de sang, d'alliance ou d'adoption, caractérisé par la résidence en commun de ses membres, la coopération économique et sociale, la reproduction sociale et démographique, Murdoch, 1972. C'est elle qui contrôle, soutient, régule les relations de ses membres, de Singly, 1993. Il s'agit d'un réseau relationnel de manières d'agir, de penser, de sentir, différentes mais coordonnées, qui sont dirigées vers des buts sociaux et gouvernées par des idéaux sociaux et culturels. Dans ce sens, la famille est l'unité sociale de base, entendue à la fois comme unité de production de base, unité de reproduction biologique mais aussi et surtout unité de reproduction sociale et culturelle dans la mesure où elle est la première instance de socialisation. De même, la famille reste, comme partout en Afrique, le premier cadre de contrôle social et l'élément essentiel de la vie sociale pour chaque individu. À travers sa fonction de socialisation, la famille est le cadre où ses membres sont initiés à la gestion de la maladie, à travers la transmission de génération en génération de valeurs et pratiques thérapeutiques. Cette fonction de la famille est plus visible dans la socialisation différentielle qui s'opère entre le jeune garçon et la jeune fille. Celle-ci est en tant que future mère, bénéficiaire de l'héritage de savoirs endogènes concernant les symptômes, causes, manifestations de différentes maladies de l'enfance, ainsi que de prescriptions médicamenteuses. Elle est initiée à la prise en charge de différentes maladies à travers un paquet de soins de santé primaires qui lui permettent de faire face à tous les problèmes de santé auxquels peuvent être confrontés les enfants. Si d'autres membres de la famille peuvent aussi bénéficier de tels héritages, le capital santé des femmes reste plus important et transmissible de famille en famille. Dans nombre de cas, on observe des différences entre familles en termes de compétences thérapeutiques dans divers domaines, soins obstétricaux et prise en charge de la grossesse, traitement de la malnutrition, etc. Cette situation amène à penser que d'un point de vue socio-anthropologique, les différences observées entre individus en matière de comportement face à la maladie sont l'expression de la distance sociale et culturelle résultant de la socialisation familiale et des constructions étiologiques au sein des ménages et familles auxquels ils appartiennent. La gestion individuelle de la maladie peut donc s'apparenter à un héritage familial, dans la mesure où le comportement sanitaire de l'individu est presque toujours marqué par le sceau des habitus sanitaires familiaux. Un point de famille et santé. Deux réalités aux interactions souvent mal connues. Face au développement de nouvelles pathologies et de maladies chroniques,
Dans un contexte socio-sanitaire marqué par les faiblesses de l'offre de santé, on a assisté à une reconnaissance progressive du rôle de la famille dans le système de prise en charge durable des maladies invalidantes par les acteurs médicaux. Cette contribution permettra à la sociologie et à l'anthropologie d'acquérir le statut d'acteur de l'étude pluridisciplinaire des questions de santé et de la maladie, dans la mesure où ces sciences molles vont aider à sortir ces problématiques du champ exclusif de la médecine pour en faire un objet social par excellence. Le rôle d'autres institutions sociales comme la famille, la société civile à titre d'illustration seront de plus en plus mis en relief soit comme des acteurs en conflit avec les orientations médicales, soit comme des acteurs complémentaires du système de soins. En effet, l'observation de divers cas de maladie montre que la manière dont elle est expériencée et vécue par les membres du réseau familial varie d'un groupe social à l'autre, d'une famille à l'autre, en fonction de l'imaginaire social. Dès lors, on est amené à penser que si l'on veut cerner les problèmes de santé, qui sont indissociables de l'ensemble de la société et de la culture, il est nécessaire de faire un retour à l'imaginaire construit à partir des histoires familiales et qui structure les comportements et les choix stratégiques en matière de soins et de maladies dans la société. Cela exige la prise en compte des logiques et des structures sociales, afin de rejoindre les réseaux de valeurs collectives attachés à la vision de la maladie à partir des complexes d'images et de significations créés par les familles. Les comportements et les pratiques des individus face à la maladie sont en partie significativement déterminés par les systèmes de représentation sociale, qui mettent en jeu des classifications, des étiologies plus ou moins culturellement ou socialement construites par des expériences socio-familiales de la maladie. Pour toute famille, la maladie constitue toujours un état pourvu de signification et d'implication sociale qui constitue le réseau sémantique familial de la maladie, c'est-à-dire un ensemble de notions et de symboles qui lui sont associés et qui lui donnent sens. Ce qui amène les familles et leurs membres à développer pour chaque maladie une définition de sa nature en fonction de l'épisode où elle se trouve, et de procéder en conséquence à une classification sociale et culturelle pour déterminer les types de recours. Dès lors, questionner les interrelations famille et santé en Afrique, c'est à la fois chercher à comprendre les réponses familiales aux questions de santé, parce que face à la maladie, les familles développent des pratiques qui peuvent même contrarier celles des professionnels de santé. C'est également chercher à comprendre le fonctionnement de l'organisation familiale en tant que cadre de production de soins, d'arbitrage entre le permis et le défendu concernant un traitement pour une maladie en fonction de l'étiologie socio-familiale, qui détermine le type de maladie et la thérapie correspondant. C'est enfin chercher à comprendre les interrelations entre l'organisation familiale, les statuts sociaux ou familiaux des patients et la façon dont ceux-ci déterminent leur comportement face au système de soins en vigueur dans une société. C'est donc faire des questions de santé et de la maladie une question éminemment familiale, et non nécessairement individuelle comme l'ont montré les approches biomédicales dominantes jusque-là. Vu de la sorte, les faits de santé ne peuvent être résolument compris si on ne leur reconnaît pas les contraintes résultant de l'organisation familiale et du processus de prise de décision au sein de la famille. Chaque société, chaque famille, en fonction de son système idéologique et de son réseau de valeurs collectives ou de son imaginaire, a des façons particulières de classifier, de définir, d'expliquer les causes et les symptômes de la maladie. De même, chaque famille à travers cette classification des maladies oriente et détermine les recours de ses membres. C'est ce qui donne au concept de croyance étiologique toute sa pertinence sociologique dans l'analyse des faits de santé. Selon que les causes sont réelles, c'est-à-dire objectives ou non, c'est-à-dire surnaturelles ou subjectives, on peut faire face à divers cas de figure concernant les comportements de soins. Les expériences d'observation de situations familiales indiquent que très souvent il peut y avoir une divergence de point de vue entre les membres de la famille, conduisant, soit à un type de recours selon la perception de la maladie pour la personne qui décide en dernier ressort, soit à un pluralisme thérapeutique, les membres ayant décidé d'associer plusieurs recours selon les divergences étiologiques. Dès lors, de multiples cas de maladie indiquent les dynamiques socio-sanitaires déployées par et au sein des familles pour y faire face. Comme l'indique Meptoul 2010/12. Loin de s'enfermer dans une position asymétrique à l'égard des professionnels de santé,
Ces dernières sont des acteurs sociaux capables d'analyser et de mettre en œuvre des savoirs d'expérience face à différentes situations sanitaires, venant éclairer l'usage du savoir médical qui ne peut d'ailleurs se mettre en mouvement qu'en questionnant les pratiques des familles. Sur un tout autre aspect, les problèmes de santé auxquels sont affectés des individus peuvent être des facteurs de changement dans l'organisation familiale. De même, les maladies chroniques renforcent une réorganisation genrée des tâches en faveur des femmes et des enfants. Ce qui montre que la santé est indissociable du fonctionnement familial, Meptoul, 2010. Les différentes transformations stimulées par des situations de maladie peuvent varier selon le type de maladie, l'expérience de la maladie, le type de famille et la densité matérielle du réseau familial. Dans le contexte du VIH-Sida, on a souvent assisté au développement de familles dirigées par les enfants, la pandémie ayant généralement décimé les personnes adultes en âge d'activité. De même, la féminisation ou la masculinisation de la pandémie a contribué à faire émerger dans des contextes spécifiques des formes particulières de maladies avec de nouveaux rôles pour certaines catégories d'acteurs sociaux. Face aux maladies, et à leur chronicité, les familles ont tendance à faire et à se défaire, contribuant à un développement de formes souvent originales d'adaptation sociale des acteurs familiaux et à une réorganisation des rapports sociaux de sexe. 1.3 Le malade dans sa famille. De la définition du statut de malade à la production d'une identité familiale blessée par le corps médical. La plupart des travaux effectués sur les maladies chroniques, VIH-Sida, cancer, lèpre, tuberculose, etc., et l'annonce du statut de malade par le corps médical ont montré qu'il s'agit d'une définition d'un nouveau rôle social lié à ce nouveau statut de malade. Dans certains cas, cette annonce est faite en présence de membres de la famille du patient pour prescrire un nouveau mode de vie à adopter avec l'entourage socio-familial. Ce nouveau statut concerne certes l'individu, mais davantage sa famille dans la mesure où vivre avec la maladie impose désormais de nouveaux rapports sociaux, des modifications dans l'organisation de la vie quotidienne du malade. Cette rupture biographique apparaît comme une nouvelle façon de traiter son corps, d'interagir avec les siens ou les membres de sa famille. Concernant les personnes vivant avec le VIH par exemple, il s'agit de l'entrée dans une trajectoire socio-familiale à travers la construction d'une nouvelle identité socio-familiale en termes de partage de certains espaces du cadre domestique, d'usage de certains biens familiaux, etc. Au-delà de la prise régulière du médicament qu'impose la mise sous traitement, au niveau conjugal, il s'agit désormais de faire couple et de vivre le couple différemment dans le cas de couples discordants. Au niveau vertical, il s'agit de développer une tactique d'évitement pour mettre à l'abri les membres de la famille du risque de la contamination. Le régime alimentaire qui s'impose parfois peut bousculer les habitudes alimentaires familiales. C'est le cas aussi pour les malades de diabète, d'hypertension ou de drépanocytose. Ce qui est important de souligner aussi, c'est souvent le transfert intrafamilial du capital de la maladie à travers l'initiation des tiers au comportement de dispensation de soins, méthode de prise de tension, administration des injections, etc. Le statut de malade plonge l'individu affecté dans une carrière thérapeutique qui peut amener ce dernier et son entourage à développer des pseudo-compétences médico-sanitaires qu'ils peuvent à leur tour transmettre également comme des pseudo-professionnels de la santé dans leur entourage en prescrivant même des thérapies par simple similarité des symptômes vécus, et non à la suite de diagnostics biologiques rigoureux. Dans la plupart des cas de pathologie chronique, la gestion sociale de la maladie est devenue une affaire collective à travers l'investissement familial en tant que réseau, affectif, social, alimentaire, financier, symbolique, de soutien aux malades. Très souvent pour confirmer le rôle central de la famille dans le processus thérapeutique, les professionnels de la santé s'appuient sur les membres du réseau familial à qui ils transmettent des valeurs sur comment assurer la prise en charge à domicile et comment communiquer avec ses proches au cours d'une maladie grave. Les malades s'appuient sur les membres de la famille qui deviennent à la fois un capital social, un capital économique et un capital symbolique pour eux. On observe pour certaines pathologies une forte mobilisation socio-familiale, justifiant la définition de la santé comme un état complet d'équilibre psychosocial et biologique. 2. Organisation du système de soins, famille et prise en charge des malades. 2. Famille et processus de prise de décision concernant la santé.
La prise de décision concernant la maladie ainsi que la prise en charge sociale de la maladie est un processus complexe impliquant généralement un vaste réseau de relations familiales. Ces réseaux de solidarité et de sociabilité jouent un rôle déterminant dans la prise en charge médicale et le type de soins à appliquer aux patients. Le processus de prise de décision traduit la place de l'individu malade dans la famille et la société, ainsi que l'influence de la famille sur ce dernier concernant sa santé. Ainsi, l'utilisation d'un type de soin peut être liée à l'organisation familiale, type de famille notamment, ou au mode d'appartenance de l'individu à la famille, à ses caractéristiques familiales, son statut familial et ses croyances étiologiques familiales. En analysant la demande de soins, on parvient dès lors à comprendre les comportements thérapeutiques de l'individu par rapport au processus de gestion collective de la maladie, dans la mesure où la gestion sociale de la maladie dépasse le cadre de l'individu et repose sur le réseau familial et s'impose comme une affaire du groupe familial. Dans les formations sanitaires, l'après-consultation peut être bouleversant dans la mesure où le diagnostic médical peut être contrarié par le diagnostic familial de la maladie. Plusieurs fois, les professionnels de la santé sont obligés de libérer des patients qu'ils ne peuvent pas prendre en charge, non pas nécessairement à cause des raisons financières, mais à cause de la distance culturelle entre eux et la famille du patient. Dès lors, la maladie dépasse le cadre du patient et de son conjoint, voire du patient et de sa famille biologique, pour devenir une affaire collective. Elle implique la famille étendue qui s'interfère et réoriente les soins. L'implication de la famille dans la prise en charge sociale de la maladie et des soins traduit soit les formes de solidarité en cours dans les mécanismes de fonctionnement des sociétés africaines, soit une expression des compensations imposées par la théorie du don, car chez les personnes âgées par exemple, le processus de prise de décision s'inverse et devient un devoir pour les cadets sociaux qui ont l'obligation de prendre en charge les vieux jours de leurs ascendants. La complexité du processus de prise de décision au sein de la famille concernant la prise en charge d'un patient permet de mieux comprendre plusieurs réalités qui sont au cœur des pratiques de santé en Afrique. La complexité des itinéraires de soins en fonction des épisodes de la maladie, le processus de diversification des systèmes d'utilisation des services de soins par les populations et le pluralisme thérapeutique qui s'ensuit, les disparités en matière de santé. 2.2 La gestion de l'assistance aux personnes malades en Afrique, entre solidarité familiale, réponse hospitalière et programmes sociaux. En Afrique, les systèmes de solidarité sont importants pour comprendre le fonctionnement des familles, Vidal, 1994. La cohésion de l'unité familiale reste encore fondée sur l'entraide, le don et les formes de compensation sociale qui en découlent, de Loenzien 2014. Dans le vécu quotidien des unités familiales, la cohésion consiste en un ensemble d'émotions partagées, de sentiments de partage de la peine d'autrui ou de ses souffrances comme de ses joies, de liens d'entraide, de soutien, de prise en charge entre membres de la famille et englobant plusieurs aspects de la vie sociale et fondé sur une obligation d'assistance. Ce devoir de réciprocité dans l'assistance fonde également la pertinence sociale de la famille et justifie sa force comme structure contraignante dépassant les libertés individuelles, car chacun est tenu de contribuer à la cohésion familiale par le devoir d'assistance mutuelle. En dépit des changements impulsés par la migration et son corollaire la décohabitation familiale et conjugale, cette cohésion et ce devoir d'entraide restent entretenus par le développement des réseaux sociaux et des mécanismes modernes de transfert de ressources, Mim chez Tonin, 2010. Le système de droits et obligations implique des actions de solidarité et d'entraide entre les individus membres d'une famille. Quel que soit leur visage, ces formes de solidarité touchent à différents domaines de la vie. Prise en charge de l'éducation des enfants, accueil des membres de la parentèle au sein des ménages, confiage des enfants, solidarité résidentielle, prise en charge de la maladie, etc. Elles ont pour fonction principale l'échange et la réciprocité entre individus apparentés, et renforcent le sentiment d'appartenance à une même famille. Elles contribuent à perpétuer les liens intrafamiliaux et s'imposent comme une règle de vie collective. Dès lors, les droits communautaires sont conditionnés par des obligations qui peuvent s'étendre à la prise en charge des membres de la famille victimes d'une maladie, atteints d'une invalidité et d'une incapacité, voire de maladies chroniques, Desclos et Sceaux 2002.
Les solidarités intrafamiliales qui se reproduisent de génération en génération tendent à supplanter les systèmes de sécurité sociale en mal de fonctionnement et parfois absents et permettent d'améliorer l'accès des plus démunis aux services sociaux de base. Dans nombre de communautés en Afrique, la famille est restée, en dépit des dynamiques de crise de solidarité, une sécurité sociale pour les individus. Ce qui se traduit par un grand sentiment de rattachement à l'unité familiale qui, lorsqu'il n'est pas respecté, se traduit par des sanctions sociales en cas de problème. La famille est le premier recours en cas d'insécurité sociale, économique, affective et sanitaire. Cette dynamique de solidarité est entretenue par une dynamique de fécondité socialement perçue comme la meilleure sécurité sociale, car les solidarités familiales apparaissent comme la principale sécurité pour les vieux jours. Les solidarités familiales s'expriment dans divers domaines de la vie de l'individu, y compris dans les situations sanitaires critiques. La place des assemblées ou des conseils de famille pour décider des soins à accorder à un tiers reste prépondérante dans la vie familiale. De même, ces cadres constituent des lieux où s'entremêlent diverses formes d'assistance et de remise sociale entre générations. Ces principes de solidarité basés sur la théorie du don et du contre-don constituent l'un des éléments de régulation des rapports sociaux. Ils maintiennent les relations intergénérationnelles et les normes de rapport entre les membres de la famille ou du clan, ainsi que leurs droits et devoirs. L'importance et la densité de ces solidarités allègent le fardeau financier de la prise en charge de la maladie, dans la mesure où il est de l'obligation de tous les membres de la famille de contribuer et de participer à la prise en soin d'un des leurs. Selon les modes opératoires des familles, ces solidarités peuvent s'exprimer à travers le développement d'un fonds de solidarité familiale à partir duquel les frais médicaux sont imputés en cas de maladie. Dès lors, ceux qui y contribuent peuvent en bénéficier comme des actions dans une entreprise formelle. Les programmes sociaux en faveur de groupes indigents et les facilités hospitalières ne peuvent véritablement aider le malade à supporter le fardeau financier et social de la maladie. Contrairement aux sociétés occidentales, la densité de ces réseaux de solidarité familiale peut se justifier et se traduire par les visites familiales en cas de maladie, lesquelles mettent d'ailleurs souvent en conflit les professionnels de la santé et les membres des familles des patients à cause du non-respect des heures consacrées aux visites à l'hôpital. Étant donné que la majorité de la population ne bénéficie pas d'une assurance maladie, des initiatives familiales fondées sur le principe de solidarité tentent de soutenir les malades afin de les aider à faire face aux problèmes de santé. Même si le contexte de crise a amené un certain nombre de spécialistes à penser à la crise de solidarité, il convient de souligner que les valeurs familiales restent présentes et prégnantes dans la vie des malades et l'organisation de la gestion sociale de la maladie. 2.3 Les soins domestiques comme la face cachée du système de santé en Afrique. Dans la plupart de documents publics qui présentent l'organisation des systèmes de santé en Afrique, on peut être frappé par l'absence de la famille comme actrice du système de soins. Tous ces documents s'accordent à présenter la pyramide du système de santé en marginalisant l'institution familiale comme actrice du système de prise en charge des maladies. Ils ont généralement accordé à la famille un statut marginal voire secondaire, les pratiques thérapeutiques familiales étant considérées comme fondées sur des savoirs profanes. L'après-Cresson. Après avoir été longtemps des acteurs négligés, ou plus exactement des acteurs dépendants ou discrédités, les familles et les proches sont l'objet d'un regain d'intérêt, d'un renouvellement du regard porté sur leurs compétences et réalisations, d'une appréciation moins péjorative de leurs contributions, Cresson 2006/7. Davantage perçue comme un cadre favorable au développement de certaines pathologies, la famille est rarement définie dans sa fonction de productrice et de dispensatrice de soins. Or, dans la plupart des cas, nombre de pathologies sont prises en charge en famille à travers diverses pratiques d'automédication. Face aux difficultés d'accès aux soins de santé, notamment en milieu rural, pour des raisons de coût, d'accessibilité géographique ou culturelle, les premiers recours s'organisent presque toujours en famille. Le recours aux soins formels arrive très souvent lorsqu'elle fait face à des difficultés et à des complications. Par conséquent, les liens entre famille et santé sont fortement associés aux épisodes de la maladie, mais aussi à la typologie sociale des maladies. Dans l'imaginaire collectif,
Une classification peut être faite entre les maladies qui se soignent toujours en famille ou en communauté et celles qui peuvent faire l'objet d'une consultation moderne. Les avancées récentes ont permis, dans le cadre de la présentation de la structure du système de santé, de réhabiliter le rôle de la médecine traditionnelle sans réellement accorder de l'importance à l'institution familiale, alors que pour nombre de pathologies, les acteurs formels sont obligés de s'appuyer sur le réseau de soutien familial, soit pour convenablement produire le diagnostic, soit pour atteindre les résultats recherchés notamment pour la prise en soin de pathologies chroniques. Les retours d'expérience de la famille sur les utilisations des médicaments et le partage des faits sur la vie des patients par les membres de la famille ont certainement contribué à améliorer les prestations de soins et les traitements en Afrique, compte tenu des faiblesses du système de contrôle qualité dans la production et le système de commercialisation des médicaments. 2.4 De la fin de l'État-providence à la reconnaissance de la place centrale des familles dans le système de santé en Afrique. En Europe, le développement du travail domestique de soins des familles lié au recours à l'hospitalisation à domicile et à la durée réduite des séjours hospitaliers d'une part, et la crise du financement de la sécurité sociale d'autre part, ont imposé progressivement une redistribution des tâches et des rôles entre professionnels et familles, et conduit par conséquent à une évolution dans la prise en compte des familles. En Afrique, c'est davantage dans un contexte marqué par le développement des études de la Banque mondiale sur le financement de la santé et de l'éducation, de la multiplication des enquêtes budget-consommation par les instituts nationaux de statistique que le rôle central de la famille, à côté du secteur public, est apparu comme une composante essentielle de la santé, mais davantage pour comprendre comment se finance l'accès aux soins. Nombre d'enquêtes réalisées ont permis de comprendre la place centrale des familles et des ménages dans le financement de la santé. Mais jusque-là, la place de la famille comme productrice de soins reste marginale et peu visible dans les productions scientifiques sur la santé. La prise en compte de leurs expériences, de leurs pratiques de soins, de leurs constructions étiologiques reste marginale, alors que la fin de l'État-providence a davantage accru les responsabilités familiales dans la prise en charge de l'éducation et de la santé en Afrique. Les données d'enquête disponibles ont même tendance à montrer que la valeur économique des contributions des ménages au financement de ces secteurs a tendance à augmenter avec le retrait de l'État. Vécues sous différentes formes selon les contextes, les contributions des familles à la prise en charge financière de la santé restent une constante dans l'analyse du fonctionnement du financement du système de santé en Afrique. 3 Familles et ménages face au financement de la santé en Afrique. 3.1 Contribution des familles et ménages au financement de la santé en Afrique. C'est grâce à l'économie de la santé que le rôle prépondérant des ménages et des familles dans le financement de la santé a été davantage rendu visible. Dans la plupart des pays, la part du financement de la santé assurée par l'État a fait face, dès les années de crise, à un problème de faible disponibilité des ressources financières. La part des ressources de l'État consacrées à la santé est désormais restée en deçà de ce qu'il faut pour couvrir des besoins. Par ailleurs, le système de sécurité sociale qui n'intègre pas dans ses prestations la couverture santé protège uniquement les travailleurs du secteur formel et les fonctionnaires, délaissant ainsi une partie importante de la population qui se regroupe dans le secteur agricole, pastoral et sylvicole ainsi que le secteur informel. De même, les compagnies d'assurance privées financièrement inaccessibles pour le plus grand nombre des populations répondent en partie aux besoins d'assurance santé d'une infime minorité de salariés. L'une des principales conséquences a été le passage d'une situation de gratuité pour les soins de santé à une obligation de contribution à la dépense en santé, véritable handicap pour les ménages. Ainsi, la contrepartie d'un financement public assez limité entraîne un recours très accentué au financement par les familles et les ménages, en dépit des difficultés financières qu'ils rencontrent pour satisfaire leurs multiples besoins sociaux de base. La participation financière des usagers dans les structures de santé publique sont une forme de paiement direct des ménages. Ces paiements directs des ménages sont versés directement par le patient ou sa famille aux prestataires de santé pour les services dont ils bénéficient. Ce recours aux familles prend plusieurs formes complémentaires. La première est le développement d'une demande de soins dans des formations sanitaires privées qui ne reçoivent pas de subvention de l'État,
2. La seconde est celle du paiement par les ménages des dépenses de soins, c'est-à-dire par des paiements directs et à l'acte, renforcés par la politique de cofinancement des services et soins de santé par l'État et les populations bénéficiaires de ceux-ci à travers le système de recouvrement des coûts. La contribution des ménages au financement de la santé pèse de tout son poids et se traduit directement à travers les recettes enregistrées dans les formations sanitaires. 3.2 La place du réseau de soutien familial dans la prise en charge des maladies. Dans la plupart des pays africains, le système de financement des dépenses de santé est trop faible pour limiter la contribution des ménages aux dépenses de santé. Expression de la solidarité, la prise en charge financière de la maladie, dans les soins formels ou palliatifs, repose en partie sur les ressources familiales, en l'absence d'un système d'assurance maladie fonctionnel et efficace. Les investissements familiaux peuvent être matériels ou immatériels et couvrir différentes rubriques des soins. Consultations, examens médicaux, frais d'hospitalisation, etc. Chez les personnes âgées, l'investissement familial repose généralement sur le principe social selon lequel les jeunes générations doivent s'occuper des vieux jours de leurs parents. Par contre, lorsque la prise en charge de la maladie s'étale dans le temps, diverses formes d'investissement familial peuvent s'observer sous forme de contributions individuelles périodiques, reversées par les membres de la famille à distance. Face aux difficultés qu'elles rencontrent, les familles développent un système de solidarités intergénérationnelles autour de mécanismes informels d'entraide. Ces solidarités qui peuvent, à l'image des associations et des tontines, s'organiser au sein des familles autour de contributions sous forme de secours, qui ont pour objectif la prise en charge d'une partie des frais médicaux engagés par l'un des membres à jour de ses cotisations. Mais ces formules, bien que généralisées, demeurent le plus souvent insuffisantes pour pallier aux problèmes de financement des soins de santé. Le recours à l'emprunt ou à la vente de biens pour financer les soins de santé est une pratique courante. Les familles sont de ce fait suppléées par les structures communautaires comme les mutuelles de santé. Conclusion. La famille est au cœur des actions menées dans les sociétés pour la santé des populations. Très souvent marginalisée des travaux spécialisés sur la santé, la famille retrouve sa place grâce à la contribution de la sociologie, de l'anthropologie et de l'économie de la santé qui mettent à jour différentes formes d'apport et d'implication des acteurs familiaux autour des questions de santé en Afrique. En tant que structure sociale de base et lieu par excellence de l'expression des formes de solidarités intergénérationnelles, la famille est loin d'être simplement une institution de socialisation et s'impose comme une institution multifonctionnelle. L'analyse des systèmes d'entraide développés autour de la prise en charge des maladies montre à suffisance que la famille est partie prenante du système. Cette lecture systémique du champ de la santé permet alors de rendre compte de la complémentarité entre les acteurs familiaux et ceux du système formel de la santé, à la fois en termes de prévention, de traitement ou de prise en charge, de partage d'expériences des traitements avec les professionnels de la santé, de financement de la santé, de soins palliatifs, etc. Bien que traversée par des tensions liées à la montée de l'individualisme, la famille reste encore en Afrique le cadre où se gèrent les défis en matière de santé de ses membres, se décident les choix stratégiques en matière d'utilisation des services de santé ainsi que les recours thérapeutiques qui peuvent en découler. Comme le souligne de Loenzien 2014, la famille est le lieu d'expression de multiples enjeux parmi lesquels la gestion de questions relatives à la santé de ses membres. Dans ce domaine, elle pallie en partie certaines lacunes du système sanitaire à travers l'expression de la solidarité familiale. En fonction du type de pathologie ou d'événement sanitaire, le rôle central de la famille peut se révéler dans le système de prise en charge car elle peut, soit constituer une interface avec d'autres piliers du système de santé, à savoir notamment les structures sanitaires et les mutuelles de santé, soit être une dispensatrice de soins ou de continuité de la prise en soin des malades. Dans les sociétés africaines marquées par les faiblesses du système formel de soins et les difficultés d'accès aux services de santé modernes à une couche importante de la population, la maladie est une réalité sociale dont les familles répondent par un système socioculturel qui lie l'événement maladie, les réponses individuelles et sociales et l'ensemble des pratiques liées à la maladie et les institutions compétentes en la matière, Fournier et Haddad, 1995. Dès lors, on peut penser qu'en toute logique,
La santé est révélatrice d'enjeux sociaux et familiaux où se dessinent des rapports de pouvoir, des rapports sociaux de sexe et des pratiques de distinction entre familles, qu'il s'agisse de la façon dont les gens se soignent ou sont soignés, ou de celle dont ils se représentent la maladie, les thérapeutes, et là encore, elle est le lieu privilégié où sont mises en jeu dans les familles des formes d'entraide en tant qu'U', expression de la solidarité, mais également du don et du contre-don, traduisant la nécessité de gérer collectivement les inégalités dans la maladie. L'utilisation des services de santé, en tant que somme des comportements individuels vis-à-vis des systèmes de soins, sont dès lors associés aux pratiques, représentation sociale propre à chaque famille en tant qu'entité de prise de décision concernant la maladie, et système de gestion de la maladie dans la mesure où la prise en charge sociale de la maladie relève de comportements sociaux spécifiques à chaque réalité familiale. Chapitre 2. Implication des proches aidants dans la prise en soin des personnes atteintes d'accidents vasculaires CEREBRAL, AVC, à l'hôpital central de Yaoundé, Lénaïque François POKAM et Benjamin Alexandre NKOUM. Résumé. Les ratios infirmiers-patients dans les unités de soins au Cameroun n'offrent pas toujours aux soignants la disponibilité qu'exige le suivi des patients atteints d'AVC. Nous avons observé qu'un membre de leur famille est généralement à leur chevet pour leur apporter une aide. Nous nous sommes donc interrogés sur l'implication de ces proches aidants dans leur prise en soin à l'hôpital. Afin de décrire cette implication, une étude qualitative descriptive a été menée au service de neurologie de l'hôpital central de Yaoundé. L'objectif de recherche a été opérationnalisé à partir des dimensions de l'implication. L'identification par rapport à la prise en soin, la valeur accordée à la prise en soin et actions menées pour la prise en soin. Les données ont été collectées à l'aide d'un guide d'entretien et d'une grille d'observation. Les résultats de cette recherche montrent que les proches aidants s'identifient à la fois comme acteurs et auteurs de soins. Ils accordent une triple valeur à la prise en soin, salvatrice, réparatrice et promotionnelle, et ils réalisent diverses actions en vue de cette prise en soin. Les soins de base, les soins relationnels et éducationnels, les soins techniques, les actes de médiation et l'aide aux procédures diagnostiques administratives et financières. Abstract. Nurse-patient ratio in health units in Cameroon do not always provide caregivers with enough time required to follow up patient coming from stroke. It is observed that a member of the patient's family is usually at the bedside to offer assistance. In this disposition one wonders about the involvement of the caregivers in their medical care process in the hospital. In order to describe their involvement, a descriptive qualitative study was conducted at the Neurology Department of Yaoundé Central Hospital. The research objective had been operationalized based on the dimension of involvement. Identification with regard to healthcare, the value given to care and action taken to ensure this care. The data were collected using an interview guide and an observation grid. Results from this research show that caregivers identify themselves as actors and authors of care. They give a triple connotation to the healthcare, saving, restoration and promotional, and they carry out various actions in order to offer this healthcare, basic assistance, relational and educational care, technical care, act of mediation, and assistance for diagnostic, administrative and financial procedure. Introduction. Selon l'OMS 2015, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. On estime à 17,5 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 31% de la mortalité mondiale totale, OMS 2015. Parmi ces décès, on estime que 7,4 millions sont dus à une cardiopathie coronarienne et 6,7 millions à un AVC, OMS 2015. Les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux ont représenté 2 des 3 causes pour lesquelles les années de vie perdues, YLL, ont augmenté entre 2000 et 2012, OMS 2014. Le nombre de cas d'AVC se multiplie aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés. En effet, l'incidence et la mortalité liées aux AVC sont en augmentation dans les pays en développement du fait de l'émergence des maladies non transmissibles, hypertension artérielle, diabète, dyslipidémie, obésité, de la modification du mode de vie,
sédentarité, alcoolisme et tabagisme, et de la croissance démographique avec l'augmentation de l'espérance de vie, Ovbiagel et Nguyen 1 2011 cités par Mapour et al. 2014. Selon Sagui 2007, 87% des AVC surviennent dans les pays en développement. Ils apparaissent comme un réel problème de santé publique en Afrique, car comme dans le monde, ils y constituent la deuxième cause de mortalité, Mega et al. 2013. L'AVC serait d'après plusieurs sources, Thiam et al. 2000, Talabi 2003, Kopli et al. 2004, Balougou et al. 2004, la première cause d'hospitalisation dans les services de neurologie en Afrique subsaharienne, Mapour et al. 2014. Selon une étude prospective réalisée sur une période de 4 ans au service de réanimation de l'hôpital général de Douala, le taux de mortalité lié au AVC était de 53,75%, avec 74,41% de cas des facteurs de mauvais pronostic pour l'AVC hémorragique, BIA et al. 2008. Une étude menée par Pancha Mbouambou et al. 2015 à l'hôpital régional de Ngaoundéré révèle que l'AVC occupe la 3e place parmi les maladies cardiovasculaires diagnostiquées. Selon une étude menée par Aouno et al. 2016, sur 1037 patients hospitalisés en réanimation à l'hôpital général et au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, 122 cas d'accidents vasculaires hémorragiques ont été diagnostiqués, soit une prévalence hospitalière de 11,8%. On note aussi que la fréquence des cas d'AVC à l'hôpital central de Yaoundé, HCY, augmente au fil des années. Selon les rapports statistiques annuels de cet hôpital de 2010 à 2013, le nombre de cas d'AVC diagnostiqués était de 706 cas en 2010, de 823 cas en 2011, de 935 cas en 2012 et de 1534 cas en 2013, Tossou 2014. Au-delà des aspects épidémiologiques de l'AVC, nous nous intéressons à la prise en soin des personnes qui en souffrent, ainsi qu'aux acteurs qui y sont impliqués en milieu hospitalier. Ces personnes sont généralement très dépendantes. Elles ont des difficultés à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires, boire, manger, éliminer, se déplacer, et ont par conséquent besoin de soins continus. Cependant, la charge de travail dans les services n'offre pas toujours le temps aux infirmiers pour réaliser ces soins quantitativement et qualitativement. Certains sont donc souvent assurés par ceux qu'on appelle couramment gardes-malades, dans les hôpitaux camerounais, ou aidants dans la littérature scientifique. Les proches aidants prodiguent alors à titre non professionnel des soins à leurs proches hospitalisés, en situation de dépendance ou de perte d'autonomie. Le double constat de la surcharge du travail infirmier et de la présence des proches aidants au chevet des patients nous a amenés à nous interroger sur leur implication dans la prise en soin des personnes souffrant d'AVC. Le service de neurologie de l'hôpital central de Yaoundé, qui répond à ces deux constats, a été choisi comme site de recherche. Cet article restitue le travail de recherche qui a été mené en vue de décrire cette implication des proches aidants. 1. Méthodologie. 1.1 Cadre de l'étude. Pour cette recherche, l'hôpital central de Yaoundé, HCY, a été choisi comme site d'étude. Il s'agit d'un hôpital de référence qui accueille de nombreux usagers, car il est accessible géographiquement et financièrement à la plupart des couches sociales. Il possède un service de neurologie qui reçoit et hospitalise des personnes atteintes d'AVC. L'étude a donc été menée au service de neurologie de cet hôpital. Un point de type d'étude. L'objectif général de cette recherche était de décrire l'implication des proches aidants dans la prise en soin des personnes souffrant d'AVC à l'HCY. Pour atteindre cet objectif, nous avons opté pour une recherche qualitative. Plus précisément, nous avons procédé à une étude de cas multiples. Nous avons voulu par cette approche, cas multiples, produire des résultats plus rigoureux et plus représentatifs de l'implication des proches aidants à l'HCY. 1.3 Sélection des participants. Nous avons procédé à un échantillonnage non probabiliste et par choix raisonné, car nous avons voulu choisir pour cette étude des proches aidants ayant des caractéristiques particulières. Les choix étaient motivés par la durée de l'exercice du rôle d'aidant, qui devait être d'au moins 2 jours avant le début de l'entretien, et par le temps passé auprès du malade par chacun des proches aidants qui se relayaient pour le même malade.
Ces deux considérations pour la sélection des participants avaient pour but de ne sélectionner que des personnes ayant eu le temps de mener, plus que certains, des activités d'aide auprès de leurs proches malades. La taille de l'échantillon a été déterminée par saturation, lors de la collecte des données. Au total, 5 proches aidants ont participé à cette étude: Marc, Lucienne, Odette, Sylvie et Antoine. Il convient de préciser que les noms que nous leur avons attribués sont des noms fictifs, répondant ainsi aux exigences d'anonymat. 1.4 Techniques et outils de collecte des données. Nous avons utilisé l'entretien semi-directif et l'observation directe non participante pour collecter les données. L'observation directe non participante nous a permis d'obtenir des données factuelles sur l'implication des proches aidants. Elle a été réalisée en vue d'une triangulation avec les données de l'entretien. Notre guide d'entretien était constitué de 2 sections. La première portait sur les caractéristiques sociodémographiques des participants, âge, profession, statut matrimonial, lien avec le malade. La seconde s'intéressait à l'implication des proches aidants, et avait 3 sous-thèmes à savoir: l'identification du proche aidant par rapport à la prise en soin du malade, la valeur qu'il accorde à cette prise en soin et les actions menées en vue de cette prise en soin. Notre grille d'observation a été inspirée de la grille des soins infirmiers individualisés à la personne soignée, SIIPS, Holstein 2003. Il s'agissait d'un tableau constitué de 3 colonnes. Une comportant les soins réalisables par le proche aidant. Les 2 autres avaient pour intitulé respectif « Oui » et « Non », selon que le proche aidant a réalisé ou non le soin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.